Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Achats Talk, une série d'événements organisés par Centrale Supélec et dédiée aux achats. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir en compagnie de 4 alumni du master spécialisé Purchasing Manager in Technology and Industry de Centrale Supélec. Je suis Candice Baldon, je suis actuellement donc étudiante dans ce master spécialisé et je ferai l'interview avec Reda que je laisse se présenter. Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Reda, je suis dans la même promotion que Candice. Pour faire vite, je suis alternant chez Motensi en tant qu'acheteur transport et logistique. Et du coup, je suis à le parcours PMTI pour cette année. Donc, juste avant de démarrer, je tiens à vous informer que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long du chat, tout au long du talk, soit à nous, soit aux alumni, sur la rubrique questions ou sur le chat. Je vais maintenant vous présenter les différents alumni. Nous avons donc Clément, qui est cofondateur de la société Noil, Mélina, qui est chez Schneider en VIE en Espagne, Florian, qui est consultant chez PwC, et enfin Marion, qui est Global Category Buyer chez Electrolux à Stockholm. Oui, donc pour commencer, on va donner du coup la main aux alumni par tour de rôle. Vous vous présentez et juste une question générale. Vous nous dites pourquoi avez-vous choisi le master spécialisé PMTI dans l'école centrale Supélec? Si vous voulez, Si je commence. Clément vous voulez. Flo, enchanté. Promotion 2018. Donc, comme l'a introduit Candice, moi aujourd'hui j'ai décidé d'entreprendre et créer mon entreprise. Donc, on fait de la conversion de scooters, donc 2-3 roues essence en véhicule électrique. Et ce qui m'avait poussé à l'époque à intégrer le master PMTI, c'était la possibilité de compléter mon expérience finalement pratique des achats, mon expérience professionnelle par une formation théorique et surtout d'intégrer un master avec une promo à taille humaine qui permettait donc de très rapidement rentrer en profondeur dans le monde des achats, en tout cas la partie formation que je ne connaissais pas, tout en bénéficiant du rayonnement, bien sûr auprès des entreprises de Centrale Supélec qui est connu de tous. Oui, merci. Si Marion peut Oui, bien parler. sûr. Oui. Alors, oui, j'espère que tout le monde peut bien m'entendre. Donc moi, je suis issue d'une formation commerciale. J'ai fait un master d'une école de commerce avec une spécialisation dans les achats. Et suite à quoi, je trouvais pas vraiment d'emploi qui m'intéressait particulièrement. Et surtout, je manquais d'approche technique des achats. J'ai toujours voulu évoluer dans un environnement technique et un environnement industriel, et c'est ce que je manquais avec ma formation commerciale. Et je pense que voilà, je pensais que le PMTI serait un bon apport pour avoir ce côté plus technique. Oui, voilà. Et bon, si je dois continuer sur ce que ça m'a apporté, c'est justement cette approche technique, et c'est beaucoup de connaissances également dans les achats, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Oui. Pardon. Ok, on a fait Clément, Marion, Florian, si tu veux bien te présenter et nous expliquer. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Thué, je travaille aujourd'hui chez PwC. Alors pourquoi j'ai choisi le master PMTI? Je suis de la promo 2019. Comme Marion, j'ai fait une école de commerce avant, c'était Audencia. Et en fait, j'ai fait une spécialisation dans le conseil. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionné par les achats. J'avais fait un stage chez Airbus en 2016. Et je m'étais dit que ça pouvait être vraiment complémentaire de faire une spécialisation en conseil dans une école de commerce et une spécialisation en achat supply chain dans une école d'ingénieur, parce que j'aurais un petit peu la double casquette. Et
mes collègues ont commencé à en parler, hein, Marion et Clément. C'est vrai que ce que j'ai beaucoup apprécié à Centrale et ce que je cherchais, c'était vraiment cette palette technique, et justement d'avoir des cours par des ingénieurs purs. Ça m'a permis d'avoir un peu plus de notions sur ce qu'étaient les opérations au sens large, ce que c'était que la supply chain et pas uniquement les achats. Et ça, c'est ce que je cherchais dans la formation et aujourd'hui, ça me sert vraiment beaucoup. Et pour tout dire, en fait, j'ai refusé un CDI justement chez PwC pour faire mon alternance à Centrale. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Ça m'a beaucoup servi de faire l'alternance que j'ai fait à la direction achat d'Air Liquide. Et ça m'a beaucoup apporté. Je me suis beaucoup remis en question et le bagage académique de Centrale a vraiment été solide et me sert encore beaucoup aujourd'hui. Donc voilà. D'accord. Ok. Du coup, il reste Mélina. Ça passe sa caméra, mais qui est là. Mais qui? Oui, oui. Donc je ne peux pas mettre ma caméra pour des raisons de réseau. Euh, donc moi, pareil, j'étais issue d'un master en école de commerce Léoma. J'avais pris spécialisation logistique et j'avais pas forcément eu l'occasion de faire beaucoup d'achats. Donc c'est pour ça que je m'étais tournée vers le master de Centrale. Et pourquoi lui en particulier? Parce que durant mon master à Léoma, j'avais fait l'alternance chez Safran en achat. Et du coup, je voulais continuer sur les achats dans l'industrie. Et je trouvais que Centrale, c'était celui qui répondait le mieux à mon projet professionnel. Euh, voilà. D'accord. Après, je trouve aussi, enfin, je vais parler pour moi-même, pourquoi j'ai choisi le master. Enfin, vous avez évoqué plein d'arguments, mais moi aussi, l'argument fort qui m'a permis de choisir ce master, c'est aussi le réseau. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais le fait de échanger avec des professeurs, des professionnels ou même des étudiants qui sont dans notre promo ou qui font d'autres masters, qui ont un bagage différent, qui viennent d'écoles de commerce ou d'ingénieurs. Je trouve que c'est une richesse qu'on peut retrouver aussi dans ce master. Et si je peux compléter également, donc je suis totalement d'accord avec toi, le réseau c'est assez essentiel et c'est une grosse valeur ajoutée du PMTI. Et aussi, moi, ce qui avait vraiment confirmé mon choix, c'était la taille de la promotion. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais pour nous, c'était vraiment une toute petite promotion. On était une quinzaine de personnes, un peu plus, une vingtaine de personnes. Et c'est d'avoir la possibilité, une proximité avec les intervenants, de pouvoir discuter plus que de suivre des cours théoriques où il n'y a pas vraiment d'échange entre les étudiants et les intervenants. Et ça, je trouvais que ça représentait énormément de valeur par rapport à d'autres formations où c'est un peu plus, où il y a beaucoup plus d'étudiants dans une même promotion. Oui. Oui, exactement. Parce que même là, vu le contexte sanitaire actuel, même si on suit des cours à distance, et même Candice peut le confirmer, on a des professeurs qui limite se tuent pour vraiment trouver les meilleurs moyens pour qu'on puisse pas perdre cette connexion entre nous et aussi entre les étudiants lors des cours qu'on suit avec eux à distance. Oui, et c'est vrai que même si on est issu d'une formation technique, moi je suis issue d'une école d'ingénieur, j'ai pas forcément fait d'achat pendant l'école d'ingénieur et c'est vrai que ça permet de bien compléter, sachant que moi j'avais vraiment pour objectif pareil de rester sur vraiment des achats techniques et Centrale répondait parfaitement à cette demande et je suis très contente d'être dans le master PMTI. Et pour compléter ce que vous disiez, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé moi aussi chez PMTI la notion de promotion vraiment à taille humaine. Et ça nous a permis aussi de partager les connaissances entre les différents étudiants. C'est vrai qu'on avait on était tous de secteurs très différents. Et en fait, en cours, on essayait de se raconter la manière avec laquelle les achats étaient gérés dans nos différentes entreprises. Et je pense à certains de mes collègues qui étaient chez Alstom, chez Valeo. Moi, j'étais chez Air Liquide. Il y en avait d'autres dans d'autres grosses structures. Et je sais que c'était très enrichissant en fait de partager les différentes organisations, les différentes façons de faire.
C'était vraiment super, cet aspect-là. Au-delà des cours, c'est vrai qu'entre nous, on a beaucoup appris en fait. Oui, l'aspect réseau compte beaucoup et c'est vrai que d'échanger en plus même avec des personnes qui sont pas forcément dans les mêmes industries, au final c'est quand même très enrichissant. On va peut-être passer aux questions spécifiques qu'on devait vous poser à chacun. Oui, bah, du coup, je peux commencer. Ma question, c'est une question pour Clément Fléau, oui. Clément Fléau qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Pour moi, ça, c'est un parcours qui est plutôt atypique. Et du coup, ma question, c'est vraiment de savoir comment le master PMTI t'a permis de devenir entrepreneur. Les outils enfin, que tu as pu acquérir avec cette formation, etc. Bah, déjà, la formation PMTI, bon, certes, c'est une formation sur les achats, mais il y a plein de modules aussi sur des soft skills, en plus des hard skills de l'acheteur, qui permettent finalement d'explorer plein de choses. Moi, j'ai des souvenirs assez forts des modules sur la négociation, sur l'art de se présenter, d'avoir un impact assez fort quand on pitch, par exemple, un projet. Donc, c'est d'autant finalement d'atouts que j'ai pu développer pendant la formation PMTI et qui m'ont servi dans cette aventure entrepreneuriale dans laquelle je me suis lancé. Ensuite, l'aspect technique du master, et notamment parce que il est réalisé dans une école d'ingénieurs, moi me convenait aussi. Enfin, je me suis retrouvé aussi un peu là-dedans puisque aujourd'hui je suis mon entreprise évolue dans le secteur de l'automobile, donc on a énormément de fournisseurs, énormément de parties prenantes, de sous-traitants. Donc finalement, le type d'achat que je réalise aujourd'hui, parce qu'il faut aussi faire des achats dans ma boîte, donc finalement c'est pas totalement décorrélé. C'est totalement ce qu'on avait pu voir en termes de par exemple management du risque dans les modules associés. Donc c'est d'autant d'assets que j'ai pu développer et qui me servent aujourd'hui et qui m'auraient très bien servi en tant qu'acheteur, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Donc je pense que c'est une formation d'achat, mais qui permet aussi d'avoir un scope beaucoup plus large que ce que j'avais pu faire auparavant. Et là, je le mets à contribution tous les jours. D'accord. Okay. Ça marche. Merci pour ce retour d'expérience un peu atypique, comme l'a dit Reda. Mélina, on a une question pour toi maintenant. Tu travailles chez Schneider. Pourquoi avoir choisi de faire un VIE en Espagne après le master spécialisé? Ok. Moi, juste précision, j'ai fini mon VIE chez Schneider fin novembre 2020. Donc, j'y ai passé 2 ans. J'étais située à Cancun, donc en Espagne. Pourquoi je suis partie en VIE? Parce que j'ai toujours voulu faire ma carrière internationale. Je suis partie en tant qu'acheteuse projet dans une entreprise industrielle, du coup chez Schneider, dans le secteur de l'énergie, puisque lors de mon passage à Centrale, j'ai travaillé chez GRDF. Donc j'ai voulu rester dans le secteur de l'énergie tout en travaillant à l'étranger et me perfectionner en espagnol. Donc j'étais partie pour 1 an et puis finalement j'en ai fait 2. Et voilà, donc j'ai choisi de ne pas continuer dans cette entreprise, mais c'était une très belle expérience. Et j'ai été prise directement après le master. Enfin, j'ai terminé le master au 30 novembre et au 1er décembre, je commençais chez Schneider. On t'entend pas, Candice. Candice, ton micro a été coupé. On notera une forte employabilité aussi après avoir fait le master PMTI, puisque quasiment toutes les promotions trouvent un emploi assez rapidement finalement. Oui, un emploi. Et attends, je sais pas, il y a un petit bruit de fond. Oui, alors moi j'en connais aussi qui sont dans ma promotion qui souhaitent devenir consultants. Du coup, je vais m'adresser à Florian qui est consultant chez PwC. Florian, tu es consultant
achats et opérations chez PwC. Pourquoi avoir choisi du coup le conseil en achat après le master spécialisé? Du coup, la réponse que j'attends, ça va être plutôt une réponse angle personnel, mais aussi au niveau professionnel en ce qui concerne le master. Ok. Alors ben déjà, si on a certains de la promo qui sont intéressés par le conseil, on pourra se faire une session dédiée pour en parler avec plaisir. Se prendre 30 minutes, 1 heure pour en parler dans le détail, parce que dans le milieu du conseil, il y a vraiment à boire et à manger. Il faut distinguer les boîtes de prestat, les cabinets de conseil en stratégie, les Big Four, les cabinets qui font plutôt du conseil en technologie et les cabinets plutôt de conseil en management. Déjà, faut bien faire la distinction. Et moi, d'un point de vue personnel, pourquoi j'ai choisi le conseil? Parce que en fait, j'avais déjà eu l'occasion de m'y frotter un petit peu. J'avais fait la junior entreprise d'Audencia. Et déjà, j'ai travaillé aussi, j'ai fait une mission pour la junior entreprise de Centrale Supélec. Et déjà, en fait, ça m'avait permis de voir un petit peu ce que c'était que le milieu du conseil. Les juniors entreprises, en fait, c'est des associations loi 1901 qui sont dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, et qui font des prestations de services, en fait, pour les entreprises de toute taille. Et ça m'avait vraiment plu, tout cet aspect-là, et je me suis dit que je voulais partir dans le conseil derrière. Et après, pourquoi? Parce que en fait, ça me permet de travailler pour différents secteurs d'activité et j'avais pas envie en fait de me bloquer sur un secteur. En fait, je suis assez curieux et je m'intéresse vraiment à plein de secteurs d'activité et du coup, je voulais vraiment diversifier en fait les missions. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait du conseil. Et puis aussi, j'avais fait mon stage de fin d'études déjà chez PwC, ça s'était très bien passé, comme je vous l'ai dit, ils m'avaient proposé un CDI. Et du coup, j'avais décidé naturellement de revenir en fait. Euh, PwC, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une société qui est présente dans 150 pays. On a 250 000 employés et on fait plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires en fait. Donc c'est un des plus gros cabinets de conseil en fait dans le domaine. Euh, on fait pas que du conseil achat, hein. Nous, on est entre guillemets une petite équipe. On est entre 20 et 30 consultants. Derrière, on accompagne les entreprises dans plein d'autres domaines comme l'analyse de données. Ça fait aussi cabinet d'avocats, audit, etc. C'est un panel de compétences qui est assez large. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce cabinet parce que justement, en mission, c'est vraiment intéressant parce qu'on combine en fait les compétences. On va combiner par exemple des compétences en data avec des compétences en métier achat par exemple. Et ça fait un apport en valeur qui est vraiment, vraiment intéressant. Et j'ai choisi le conseil vraiment pour ces raisons-là, pour aussi la possibilité de monter en compétences. C'est vrai que je travaille avec des gens qui ont des compétences vraiment diverses et variées et ça me permet aussi d'en apprendre tous les jours, euh, notamment par exemple sur l'analyse de données. On travaille beaucoup avec des consultants qui sont experts en data et c'est intéressant de voir comment eux ils travaillent. C'est vrai que par exemple l'analyse de données c'est quelque chose de très important dans le domaine des achats. Donc voilà un peu pourquoi j'ai choisi le conseil. Je ne sais pas si c'est en accord avec ce que vous attendiez, si vous voulez que je développe, si vous avez des questions. Personnellement, non, pour moi c'est clair. Après, n'hésitez pas à tous ceux qui regardent et qui sont présents de poser des questions aux alumni sur le chat. Moi, Candice et moi, on est dessus et on ne manquera pas de les faire parvenir aux alumni. Et pour finir, on a une question pour Marion. Tu es donc Global Category Buyer chez Electrolux à Stockholm. Et pour quelles raisons as-tu choisi l'expatriation en Suède pour commencer ta carrière? Oui, alors moi j'ai commencé un peu comme Mélina en fait. Je suis partie en VIE en Suède. Je suis avant tout partie en Suède, pas vraiment pour le pays, on va dire, mais plus pour le poste qui m'était proposé. C'était un poste que je trouvais très très intéressant. J'étais acheteuse projet dans une entreprise de biotechnologie, qui fabrique des machines pour créer des vaccins. Donc c'est assez à la mode ce temps-ci. Ils ont beaucoup de travail. Et ensuite, j'ai été embauchée par cette entreprise et je suis vraiment restée pour la qualité de vie de la Suède, qui est
plutôt bien, on va dire, par rapport à la France. Du coup, avant d'être chez Electrolux, donc j'étais dans cette entreprise, c'était General Electric, la branche de santé de General Electric. Je suis restée 2 ans et demi et ensuite j'ai fait un saut assez rapide dans une entreprise dans une start-up du domaine de l'automobile qui fait des batteries pour les voitures. Donc il y a un énorme projet qui se monte en Suède pour fabriquer des batteries de voitures durables. Bon, la batterie, c'est un procédé qui consomme énormément d'énergie et en Suède, avec les énergies renouvelables, du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Donc c'est une entreprise qui est très très innovante et qui embauche énormément dans les achats également. Donc si après votre master spécialisé, après le PMTI, vous souhaitez vous expatrier en Suède, n'hésitez pas à regarder. L'entreprise s'appelle Northvolt et bon, c'est une superbe entreprise pour commencer une carrière. Donc j'ai fait un saut rapide dans cette entreprise et ensuite là je suis maintenant chez Electrolux dans le groupe Electrolux et je suis global catégorie buyer et je m'occupe, j'achète principalement tout ce qu'on appelle professional services et tous les services marketing également. Donc professional services, c'est essentiellement du consulting. Donc je travaille beaucoup avec PwC par exemple. Et ensuite des marketing où c'est des publicités par exemple et beaucoup d'autres choses. Et oui, bah, c'est après ce que je trouve très intéressant en fait pour le PMTI, c'est déjà tout l'apprentissage se fait en anglais. Donc moi qui souhaitais m'expatrier, ça m'a énormément apporté. Je suis partie avec un bagage, toutes les connaissances que j'ai acquises durant le PMTI, je les avais en anglais, donc c'était beaucoup plus facile en quelque sorte de les retranscrire, de les retransmettre. Et ensuite, ce que je trouve aussi, c'est que j'ai l'impression, avec mon expérience à l'étranger, que en France, je ne sais pas pourquoi exactement, je ne pourrais pas l'expliquer, mais il y a une formation achat qui est assez réputée. Et je le vois autour de moi dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, enfin les 3 entreprises pour lesquelles j'ai travaillé en Suède, tout le management achat était français. Donc je trouve ça assez intéressant. Et ce que... Oui, il y a un petit bruit, pardon. Non, voilà, je ne sais pas trop quoi ajouter. Ouais. Voilà, je termine comme ça. Ça marche. Donc le fait que justement le management en achat soit plutôt français, finalement, malgré que tu étais en Suède, tu n'as pas vu forcément de différence culturelle ou managériale dans l'entreprise. Si. Après, ça reste quand même des entreprises. GE Healthcare, c'était américain, donc il y avait quand même un management américain, à l'américaine, on va dire. Northvolt, c'est suédois, mais les créateurs ont travaillé de longues années aux États-Unis aussi, donc il y avait aussi un management à l'américaine. Et là, Electrolux, c'est vrai que c'est un groupe suédois, donc là, on ressent vraiment la culture suédoise et même dans les achats, c'est pas vraiment la culture suédoise, mais l'entreprise, par exemple, elle se focalise énormément sur le développement durable. Elle veut devenir l'entreprise de appliances, je sais pas comment on dit, le numéro 1 en développement durable. Et c'est vrai que ça se ressent dans toutes les décisions qu'on prend de vraiment intégrer le développement durable dans nos choix achats. Et ça, c'est quelque chose aussi que le PMTI nous enseigne, que j'avais beaucoup apprécié. On avait eu un superbe cours avec une superbe intervenante sur les achats responsables. Et voilà, je trouve que ça apporte quand même une valeur. Je ne sais pas si c'est enseigné dans les autres formations achats, mais je trouve que d'avoir toutes ces approches différentes à la fin, ça crée vraiment une valeur ajoutée.
et qui se ressent dans notre façon de penser. Et voilà. Et je trouve aussi si c'est, enfin moi c'est assez en accord avec mes valeurs. Donc j'étais assez contente d'apprendre ce genre d'approche et de pouvoir ensuite les mettre en place dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. D'accord. Et du coup, Marion, pour toi et aussi Mélina, est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver un emploi ou un VIE directement après le master? Mélina, je te C'est-à-dire, est-ce que laisse ça vous avait répondre. pris combien de temps? On t'entend pas, Mélina. Je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure. En fait, j'ai commencé le VIE vraiment le jour d'après. J'avais dû poser des jours Ok. chez GRDF pour commencer une formation chez Schneider. Donc, j'ai vraiment commencé le lendemain, quoi. J'avais dû postuler l'été et voilà. Donc, non, très rapide. Ouais, pour moi aussi, ça a été très rapide et j'ai même profité un peu et j'ai même eu le luxe du choix. J'avais été en position finale pour 3 différents VIE, en Chine, à Hong Kong, aux États-Unis et en Suède. Et j'ai eu le luxe de pouvoir choisir le poste qui me plaisait le plus et éventuellement le pays qui me convenait le plus aussi. Oui, pareil, Et ouais. dans les deux. Mhm. Et c'est une expérience que j'avais pas eue après mon master d'école de commerce, par exemple. Donc j'ai vu une différence après le PMTI. Ça marche. Ouais, j'avais aussi cherché un VIE après le master d'école de commerce et j'avais pas trouvé. Et après le PMTI, pareil, j'ai eu le luxe d'avoir le choix et de choisir entre la Suède et l'Espagne. Ok, merci. Du coup, juste avant de regarder les questions du chat, juste une question pour tout le monde. Si globalement vous devriez définir le master spécialisé PMT en un seul mot, lequel choisirez-vous? Si je peux commencer, je pense que ça serait rencontre. Rencontre, à la fois des. Clément. Ouais, vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Donc, mon mot, ça serait rencontre, mais je pense que ça fait Oui. 3 fois que je le dis. Du coup, entre les élèves de ma promo, comme ça a été le cas dans d'autres promos, énormément d'échanges, énormément d'apprentissage, en plus des apprentissages en entreprise et pendant les cours. Donc, c'était vraiment, vraiment un moment où je me suis fait des amis je pense pour un petit moment. Donc c'était vraiment le mot qui résume ce PMTI. Et puis rencontre également avec des professeurs dont on a déjà parlé et vanté les qualités. Et moi d'ailleurs dans mon expérience là en startup, j'ai eu l'occasion de travailler avec un des professeurs un des intervenants du PMTI qui s'appelle Olaf de MR qui intervient en value analysis. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui dans le cadre professionnel. Donc ça vient un peu corroborer ce que je viens de dire sur le mot rencontre qui résume parfaitement mon aventure PMTI. Ça marche. Mélina, peut-être même question. Si tu peux nous définir en un mot le master spécialisé PMTI. Vous l'avez dit tout à l'heure, je comptais en parler à cette question-là, c'est le réseau, parce que finalement, Clément, il a raison aussi en disant rencontre, parce que c'est la rencontre avec les professeurs et les autres étudiants. C'est pas que nous, dans notre promo, on s'entraide pas mal aussi, encore aujourd'hui, pour ceux qui cherchent une place ou ceux qui s'en vont de leur poste, etc. On se partage des annonces. Et pareil, au niveau des professeurs, en fait, c'est des professionnels avec qui on peut garder contact et qui nous aident encore aujourd'hui quand on a des questions spécifiques. Donc, ça serait vraiment le réseau. Ça marche. Florian, même question. Topo. Moi, je vais aborder les choses sous un autre angle, je dirais enrichissant. Pourquoi enrichissant? Il y a Clément qui a commencé à le mentionner tout à l'heure.
il a parlé des hard et des soft skills. C'est des mots qui peuvent paraître un peu bullshit, mais ça l'est vraiment pas dans le cadre du master. C'est-à-dire que on a eu, en termes de hard skills, vraiment toute la palette technique en fait de l'acheteur. C'est ce qui a été mentionné un peu par mes collègues tout à l'heure. Donc vraiment les outils de A à Z, comment mener une négo, comment on gère un contrat, qu'est-ce que c'est que les opérations, être capable de parler finalement avec tout type d'interlocuteurs, de l'opérationnel au top management, et derrière toute la palette aussi de soft skills, euh, donc comment s'exprimer devant un public, comment présenter les choses en apportant de la valeur, comment avoir de l'impact lors d'un meeting en fait, et ça me sert moi personnellement au quotidien. Je sais pas si c'est votre cas à vous, mais en tout cas moi c'est des choses qui me servent beaucoup. Donc ouais, je resterai sur ce mot enrichissant. Voilà. Ça marche. Et pour finir, Marion, on te laisse. Oui, je suis d'accord avec tous mes camarades. Et pour innover un peu ou pour changer, je dirais c'est une réponse à un manque. Je trouve que dans les entreprises, enfin dans la fonction achat des entreprises, justement, enfin on se rend pas compte en fait de la valeur ajoutée des achats et de la valeur qu'on peut tirer des achats. Et grâce, comme Florian le disait, aux compétences qu'on apprend et aux soft skills aussi, je trouve que ça vient combler un manque un manque peut-être pas toutes les fonctions achats, mais dans beaucoup de fonctions achats. Et c'est ce qui fait du PMTI son attractivité. Merci pour s'être prêté à ce petit jeu pour la fin. On va maintenant passer aux questions du chat. Du coup, la première question, c'est bonsoir. Est-ce que vous avez eu des opportunités en supply chain, des missions dans ce domaine, des interactions avec des spécialistes de la supply chain? Pour ma part, en tant qu'expérience du coup d'étudiante, je dirais que oui, parce que finalement, les achats et la supply chain étant quand même très liés, moi, que ça soit dans mon quotidien en alternance chez Engie ou dans le master PMT, finalement, c'est un sujet qui revient quand même assez souvent. Je ne sais pas si quelqu'un veut. Moi, en ce qui me concerne, en fait, avant du coup, Ça a l'air de... formation. C'est bon, on t'entend mieux, Reda. Vas-y. Ok. Personnellement, en fait, je suis avant de rejoindre le master spécialisé, j'étais ingénieur supply chain et logistique. Et en fait, c'est surtout durant mon dernier stage où j'ai découvert qu'il y a vraiment ce lien étroit entre les achats et la supply chain et la logistique. Actuellement, je suis acheteur transport et logistique. Du coup, mes principaux interlocuteurs et nos clients internes, c'est les membres de la supply chain. Donc oui, euh, on a des opportunités en supply chain, des missions dans ce domaine et j'interagis chaque jour avec des spécialistes supply chain. Peut-être un alumni, vous avez quelque chose à rajouter sur cette question ou on a fait le tour peut-être? Moi, je sais que par exemple, en tout cas pour ce qui est du conseil, dans mon domaine, je suis rattaché à la compétence opération. Et donc, en fait, je vais adresser des missions qui vont être liées aux achats, mais potentiellement demain, je pourrais être amené à aller sur des missions qui vont être liées à la mise en place d'un processus SNOP, à des missions qui vont être plutôt liées à de la logistique, à de la supply. Ça va vraiment varier. Et j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur une enquête qui était propre à la transformation digitale des fonctions achats. Mais j'ai eu l'occasion aussi de collaborer un petit peu avec mes collègues de la supply chain pour les aider sur leur enquête. Et en fait, la vérité, c'est que
En tant qu'acheteur, je pense qu'on l'est énormément parce que les fonctions achat et les fonctions supply chain sont des fonctions qui travaillent vraiment en lien. Mais c'est le cas aussi dans le domaine du conseil. On peut être amené à finalement aller sur ce type de mission assez facilement, quoi. Donc c'est vrai que c'est l'intérêt aussi de la formation, c'est d'acquérir vraiment de bonnes notions de ce qu'est la supply chain pour demain pouvoir s'en servir dans un contexte pro, quoi. Ouais. Si je peux ajouter aussi, ça dépend vraiment dans quelle entreprise, dans quel type d'entreprise tu vas travailler. Si bon, aujourd'hui dans le groupe Electrolux, j'avoue, je suis pas du tout même en contact avec la logistique. Mais dans ma précédente expérience, c'était une start-up, donc il fallait vraiment gérer tout ce qui, ouais, tout ce qui est lié aux achats, donc la qualité même, faire venir les biens d'un point A à un point B, sachant que bon, parfois les matières font un peu le tour du monde. Donc ça dépend vraiment dans quel environnement tu évolues, dans quel type d'entreprise. Mais oui, c'est fort possible. C'est fort possible de travailler dans la supply chain après le PMT. On a une deuxième question, du coup. Déjà, merci de vos réponses. Donc, je pense que ça sera plus orienté pour Mélina ou Marion, mais les autres peuvent aussi répondre, à mon avis. La formation centrale est-elle aussi bien valorisée à l'étranger qu'elle l'est en France? Je ne sais pas si c'est beaucoup plus pratique pour nous de répondre à ça, parce qu'en fait, c'est des entreprises françaises qui nous ont recrutés à l'étranger. Donc, personnellement, moi, les RH étaient en France, mon manager était français, donc je ne saurais pas répondre à cette question. Pour ma part, ouais, je suis un peu partagée, je dirais, étant donné qu'il y a vraiment un gros réseau de Français acheteurs à l'étranger. Du coup, je pense que la formation est valorisée à l'étranger parce qu'il y a des Français dans la fonction achat à l'étranger. Mais aussi, ce qui fera la différence, c'est surtout l'expérience et le fait que tu puisses faire le PMTI en alternance. Ça t'apporte quand même une première expérience et bon, ça doit être fait en France. Donc, ça te permet de commencer à travailler et à te faire un CV, à construire un CV qui ensuite que tu pourras revendre, si je puis dire, sur le marché international. Donc ouais, je sais qu'en Suède, par exemple, l'expérience est très très valorisée, plus que les diplômes. Donc je pense pas, ouais, je pense pas avoir, comment dire ça. Disons que le PMTI, ça m'a apporté énormément de connaissances dans ma façon de travailler, dans mes approches, etc. Mais je pense pas que j'ai pu négocier quoi que ce soit parce que j'avais PMTI sur mon CV, à l'étranger en tout cas. Ça marche. Merci pour ces précisions. On a une troisième question. Est-ce que vous avez abordé la fragilisation des fournisseurs par les donneurs d'ordre des cours en supply chain finance? Je dirais que oui, de toute façon, tout est assez pratique au final, comment on va pouvoir mettre en place en entreprise ce qu'on apprend en théorie. Donc après, par fragilisation des fournisseurs, je vois pas trop ce que vous voulez dire. Peut-être quelqu'un a autre chose à ajouter. On a eu des cours sur le SRM, ouais, la relation entre grands donneurs d'ordre et fournisseurs. Et oui, on a je comprends pas forcément la question. C'est vrai qu'elle est pas hyper précise, mais en tout cas, oui, on a eu des cours sur le sujet, hein, et sur l'impact que de grands donneurs d'ordre pouvaient avoir sur des fournisseurs de rang 1, de rang 2. Mais ça, bien sûr, on a eu des cours, on l'a abordé.
Et juste pour compléter, si vraiment il y a des sujets qui sont pas abordés, bah, l'avantage d'être une petite promotion, c'est surtout ça, c'est s'il y a des sujets précis qu'on veut aborder, bah, on les pose en cours et ça profite à toute la promotion. Donc voilà. Si ça, enfin je sais pas, j'ai pas mémoire de tous les cours qu'on a abordés, mais je sais que si vraiment il y a quelque chose qui n'avait pas été abordé, on pouvait toujours soit l'aborder en cours, soit après les cours auprès des intervenants. Donc, Oui, c'est justement, il y a une question par rapport à la taille des promotions et c'est ça un peu la force du master, c'est que ben, là, pour la promo du coup 2020-2021, on est seulement 13 et c'est vraiment une chance qu'on a d'être une si petite promotion parce qu'en fait, on est très proche des intervenants et ben, on peut les contacter par mail, poser nos questions à la fin du cours. Donc, il y a un vrai échange avec l'intervenant. Je ne sais pas si vous, en promotion du coup 2018-2019, combien vous étiez pour donner à peu près un ordre d'idée. Mais on était une quinzaine, 10-15. Donc c'est vrai que ça facilitait l'interaction et comme le disait Marion, voilà, dès qu'on a une question, dès qu'on a un sujet qu'on veut aborder dans le détail, un point d'actualité, on pouvait facilement interagir avec le professeur et ça c'était vraiment, vraiment super quoi. Puis encore une fois, on avait aussi le temps d'échanger et de faire des schémas sur la paperboard pour s'expliquer le fonctionnement des différentes structures dans lesquelles on travaillait quoi. Donc ça c'était vraiment super enrichissant quoi. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur le logement. Alors pour le logement, en fait, c'est vrai qu'il y avait certains qui prenaient le temps de faire un Airbnb en fait les semaines où ils allaient en cours à GIF. C'est vrai que GIF c'est quand même assez loin. Moi, l'option que j'avais prise, c'était de prendre un appartement entre GIF et mon entreprise où j'étais en alternance et pas très loin du RER. Et comme ça me permettait d'y aller assez facilement, quoi. Mais c'est vrai que oui, les semaines à GIF sont assez fatigantes parce qu'il faut partir assez tôt le matin et on part assez tard le soir. Donc voilà, l'autre option c'est de prendre des Airbnb, mais ça reste assez coûteux quoi. Donc, Après, sur notre promotion, du coup, je sais qu'on est pas mal à habiter sur Paris au final. Et c'est vrai que après c'est fatigant. Je pense que le fait que une partie de l'année était en distanciel, c'était pas avantageux, mais pour ce côté-là, ça a été un peu avantageux pour les trajets. Et c'est vrai qu'on rentre plus ou moins tous ensemble. Donc finalement, même si le trajet est long de Paris, ça se fait et c'est agréable justement de discuter avant les cours ou après les cours avec toutes les personnes qui habitent sur Paris. Oui, et juste pour revenir sur le sujet de la taille des promos, la proximité avec les profs, bien sûr, on a aussi certains profs qui mangent avec nous sur le temps du midi et ça nous permet du coup d'échanger. Mais même vu que dans notre formation, on est censé faire une thèse professionnelle à rendre en fin d'année, on a tous ces professeurs-là qui sont disponibles pour nous aider et qui sont à disponibilité. Voilà. Aussi, du coup, sur la question du logement, sur le GIF, moi, par exemple, mon alternance se déroule à Reims. Et du coup, comme Florian a dit, moi, en fait, je prends pas de Airbnb, je prends un appart-hôtel, mais super desservi. GIF, il y a des super fréquents. Et même niveau supermarché et tout, tout est bon. Après, on a une question plutôt du coup sur le rythme d'alternance. Donc, c'est une semaine de cours, 3 semaines en entreprise. Et après, le rapport théorique et exercice, on a quand même pas mal d'études de cas finalement pour mettre vraiment en pratique tout ce qu'on apprend. Et c'est vrai qu'au travers de ces études de cas, on sent vraiment que chaque semaine, bah, on a progressé, on a appris des nouvelles compétences et qu'on peut mettre directement à profit en entreprise. Peut-être quelqu'un veut compléter. mais il y a une question, ouais, c'était sur le rythme, je sais pas si c'est celle-ci à laquelle vous répondez, mais celle d'Alice Mayela. Oui. Bon, faut avoir conscience que une année d'alternance, c'est pas de tourpeau, hein, faut se le dire. Si vous vous engagez dans ce genre de master, il faudra s'investir.
c'est vrai en fait, ça tire un petit peu des deux côtés. Il y a d'un côté l'entreprise qui est assez exigeante avec vous, qui va vous en demander quand même beaucoup. Et de l'autre, il y a l'école qui, quand vous y êtes, vous demande ben oui, des exercices, des choses à apprendre, des choses à faire, et puis il y a le mémoire aussi. Euh, et donc, faut bien se dire que voilà, c'est 14 mois qui demandent beaucoup d'implication, mais derrière, ben, vous en sortirez grandi, et, euh, et ça vaut le coup de s'en donner la peine. C'est vrai qu'après, c'est beaucoup d'organisation, de priorisation. C'est très important de couper pendant les semaines de cours avec son entreprise. Je sais que certains envoyaient des mails enfin, se retrouvaient à gérer parfois certaines problématiques d'entreprise pendant les cours. Moi, j'ai fait le choix personnellement de complètement couper pendant les semaines où j'étais en cours, de pas du tout m'occuper de mon entreprise et inversement. Ça me permettait de gérer les deux assez bien. Il faut pas tomber dans le piège d'essayer de faire les deux en même temps parce que c'est assez complexe. Euh, Sinon, le mémoire aussi, il faut arriver à s'y prendre assez tôt pour pas être piégé vers la fin, trop proche de la deadline, parce que le mémoire, voilà, ça génère pas mal de travail. Mais sinon, oui, pour répondre à ta question, Alice, on va pas se le cacher, c'est un rythme soutenu. On pourra pas te dire combien de temps en détail, parce que c'est compliqué de l'estimer et on n'a pas envie de te mentir, mais en tout cas, il faudra être vraiment motivé, ça c'est sûr, pour pouvoir allier les deux, quoi. Après, il y a une question sur le campus. C'est vrai que le campus de Centrale Supélec offre beaucoup de possibilités. C'est vraiment une chance de prendre les cours là-bas. Après, ben, du coup, pour moi et Reda, on a pu retourner en présentiel que la semaine dernière. Ça nous a beaucoup plu. Mais c'est vrai que on peut interagir avec des gens d'autres masters spécialisés aussi qui font pas du tout la même chose que nous. Et ça aussi, ça participe à l'enrichissement vraiment de cette expérience. Je sais pas, peut-être si les promos d'avant ont des choses à ajouter, puisqu'ils ont dû passer plus de temps que nous sur le campus. Ah, merci. Le campus, on y restait qu'une semaine par mois, donc c'est vrai qu'en plus avec des journées assez intenses. Alors moi, je me souviens qu'on rentrait je sais plus, à 9h du matin, à 9h du matin, on repartait assez tard, donc on n'avait pas trop l'occasion de profiter du campus non plus. Après, il y a tout, hein, il y a la cantine, enfin, c'était suffisant. Moi, j'en ai pas profité beaucoup, donc je sais pas si si je suis la seule. Mais... Bon, pour rappeler quand même à Mélina, on avait aussi accès au bar de l'école, donc c'était aussi sympa de faire des after-work directement sur le campus, même si elle a l'air de plutôt se rappeler que de la cantine. Mais, mais c'était sympa. Et puis s'il y a des gens qui veulent s'investir, en vrai, les assos, il y a certaines qui sont aussi ouvertes et qui peuvent très bien accueillir des élèves, des masters spécialisés comme PMTI qui ne demandent pas un engagement trop soutenu. Donc il y a quand même cette vie étudiante qui est présente, où on gravite un peu autour, mais qui permet quand même d'avoir un campus sympa à vivre, qui est quand même en termes d'installation ce qui se fait de mieux, je pense, en termes d'école d'ingé, en tout cas dans les meilleurs. Donc c'est quand même un lieu de vie super sympa et très agréable, même si beaucoup, comme je le faisais, faisaient les allers-retours matin et soir, qui est un peu loin quand on habite à Paris, mais qui reste tout à fait faisable et qui vaut largement le coup. Il y a une question, alors, facilité d'obtention CDI à l'issue du PMTI. Je pense qu'on en a déjà parlé, hein. On en a déjà parlé, Pas mal oui. d'opportunités pour tous. Par contre, il y a une question qui est pour vous, je pense, Mélina et Marion, qui est assez intéressante, de Louis, où il demande est-ce que enfin, je pense qu'il essaie de se projeter, Louis, sur les expériences à l'étranger, et il demande un peu quel type de contrat c'est le mieux, quoi. Est-ce que c'est plutôt VIE, est-ce que c'est contrat local ou contrat d'expat? C'est vrai que, enfin, du peu que je connais, en tout cas, je vais laisser Marion et Mélina répondre, mais avoir un contrat d'expat en sortie d'études, c'est assez complexe. C'est plutôt après plusieurs années d'expérience qu'on va t'envoyer dans une mission, quoi. Mais en tout cas, je pense que Marion et Mélina peuvent répondre plus en détail, quoi. Oui, Ouais. Ah, vas-y, Mélina. ok. Enfin, moi, je trouve que le VIE, c'est quand même
c'est quand même un contrat qui est super pratique puisqu'en fait, on l'obtient sans bouger de France. Donc, on part dans le pays en ayant déjà le contrat avec l'entreprise qui se charge au niveau de l'assurance, etc. Donc, c'est quand même très, très pratique et rassurant. Après, je sais que, enfin, moi, je pense aussi que ça dépend des pays parce que les salaires sont plus ou moins adaptés. Enfin, par exemple, un VIE à Pampelune, le salaire, il est assez adapté au niveau de vie. Mais par exemple, un VIE à Londres, je pense que ça serait mieux de partir en contrat local. Je pense aussi que ça dépend des destinations et de la grille des salaires. Ouais. Après, expat, j'ai pas. Non, je suis d'accord avec Mélinas et avec Florian. Bon, contrat expat, quand on sort, quand on vient juste d'être diplômé, voilà, c'était pas mon cas en tout cas. Mais comme dit Mélina, VIE, ça a quand même l'avantage on est dans une structure française. Et il y a ce côté de l'assurance aussi. Enfin, tout est pris en charge et tout est assez facilité en fait pour permettre au VIE de se sentir le plus rassuré et le plus à l'aise quand il commence. Donc, ouais, je trouve que c'est quand même un contrat qui est super intéressant quand on débute. Après, contrat local, oui, pourquoi pas, si on arrive à trouver. Et si on arrive à se démarquer du marché. Je pense que ça peut être difficile dans la mesure où on n'est pas vraiment au courant de ce qui se fait sur le marché, on n'est pas au courant de notre valeur sur le marché. Donc voilà, ça peut être difficile, mais c'est pas impossible. Ça marche justement. On a une question aussi qui est intéressante, je pense, pour les futurs candidats. C'est avez-vous un type de mission poste à conseiller pour l'alternance? Alors, personnellement, je pense pas. C'est vraiment par rapport à toi, ce que tu veux faire derrière et les opportunités que tu vois d'apprentissage, etc., dans la fiche de poste. Après, une expérience en achat, dans tous les cas, en ayant fait PMTI, ça sera toujours valorisé. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Pour compléter ce que dit Candice, sur la question de Nathan Neslioui, si je prononce bien. Pour ta recherche d'alternance, il faut déjà que tu arrives à déterminer un peu quel secteur d'activité t'intéresse, tu vois. Donc, est-ce que tu es plus intéressé par l'automobile, par l'aéronautique, par le luxe comme le fait Reda, ou par voilà. Et une fois que tu as défini le secteur d'activité qui t'intéresse, il faut que tu cibles vraiment les entreprises. Et derrière, est-ce que c'est plutôt de l'achat de production que tu as envie de faire ou de l'achat hors production? Est-ce que tu as envie d'être plutôt sur des missions de transformation digitale ou est-ce que tu as envie de faire de l'achat pur et des missions d'achat pur avec des négos, etc. Est-ce que tu as envie d'être plutôt dans l'analyse de données, par exemple? Ce genre de choses. Faut se dire que pour l'avoir tenté et avoir envoyé pas mal de candidatures, l'alternance avec le secteur du conseil, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans le conseil, on a besoin de vous à temps plein. Et donc, c'est impossible de faire une alternance 3 semaines, une semaine dans le conseil. C'est possible avec d'autres rythmes, type 6 mois, 6 mois, mais des rythmes 3 semaines, une semaine, c'est impossible. Donc, l'idée, en fait, c'est plutôt d'essayer de cibler une boîte SBF 120 ou CAC 40, les grosses boîtes françaises, et après de bien cibler ses recherches, en fait. Après, il y a Mathilde, du coup, aussi, qui a voulu rebondir sur une réponse. Et au sujet des outils suffisants, à quel moment on a des outils suffisants pour produire un rapport au niveau attendu, en termes d'exercice, du coup, je pense ça se fait vraiment au fur et à mesure, la progression. Et donc, on va pas te demander au départ de produire quelque chose d'exceptionnel qu'on attend à la fin. Par exemple, même la thèse, on la commence plus vers février. De sorte à ce qu'on ait quand même un peu mûri pendant les débuts de PMTI pour mieux l'appréhender. Sachant qu'on est bien encadré aussi, on a des professeurs qui nous aident et qui vont nous accompagner, que ce soit sur le fond ou sur la forme de la thèse. Il y a une question au-dessus de Anouk Azelar, je pense qu'on a un peu zappé, c'est
Est-ce que la mention centrale sur votre CV a fait la différence pour trouver un emploi? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, Anouk, c'est qu'il y a différents rangs d'écoles que les recruteurs ont. Ils ont aussi des grilles de salaire. Ça, faut en avoir conscience. Et une école de rang C, une école de rang B, c'est pas le même, ou une école de rang A ne t'apportera pas le même salaire justement et les mêmes responsabilités, etc. Et tu passeras moins facilement le screening si tu viens d'une école de rang C qu'une école de rang A ou une école de rang B. Et je reste persuadé que passer par Centrale, ça t'ouvre des portes. Et d'un point de vue grille de salaire aussi, tu seras plus valorisé que d'autres écoles. Ça, faut pas l'oublier aussi, quoi. Alors moi, je sais que, par exemple, je prends mon exemple pour moi, tu vois. Vraiment, j'ai mon CDI aujourd'hui par rapport à mon CDI en sortie d'Audencia, j'ai pas le même salaire. J'ai un peu plus en fait. Simplement parce que j'ai fait Centrale en fait. C'est léger, le gap est léger, mais quand même, ça montre que Centrale est plus reconnu qu'une école de commerce de Rambé par exemple. Donc c'est intéressant aussi, quoi. Ça ouvre beaucoup plus de portes en fait. Ouais. Non, oui, je suis d'accord avec toi, Florian. Juste pour compléter un peu, donc je suis totalement d'accord avec toi. Si ce n'est pour l'étranger, du coup, il y a plus ces grilles salariales. Donc personnellement, par rapport au CDI qu'on me proposait en France à la sortie du PMTI, j'ai perdu en salaire par rapport voilà, à ce qu'on me proposait sur Paris et ce qu'on me proposait à Stockholm. Mais par contre, j'ai gagné en qualité de vie. Donc après, c'est un choix à faire. Si, super, merci pour vos réponses. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Il y a une dernière question d'Agnès. Oui. Avez-vous une fourchette de salaire à nous donner minimum auquel on peut prétendre à l'issue de ce master? Tu seras autour de 40. Fourchette basse, ce sera 38, entre 38 et 42, je pense à peu près. Si tu bosses en France, quoi. À peu près ça. Enfin, ouais. Pour être réaliste, c'est ça, quoi. Sans compter l'intéressement et tout. À mon avis, c'est ça. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la fourchette, c'est ça, quoi. Entre 38 et 45, si on veut prendre large, quoi. Après, tout dépend si tu as eu de l'expérience avant, mais en France, oui. Ouais, après, tout dépend aussi de la ville dans laquelle tu es. À Paris, c'est forcément, on sera un peu mieux payé par rapport à la province. À surtout pas oublier. Mais ouais, ça serait dans ces eaux-là. Et après, on a une dernière Ok, question. ok. On va conclure. On a dernière une question. d'achat pur. Ce sera toujours possible tout au long de la carrière, s'il vous plaît. Oui, si tu fais un master en achat, tu pourras vraiment faire des achats purs toute ta carrière si tu le veux. Après, la possibilité qu'offre PMTI, c'est justement de pouvoir faire aussi autre chose, mais bien évidemment que le cœur et l'objectif de faire ce master, c'est, je pense, de faire une carrière en achat. Oui, après, pour compléter encore, l'avantage, c'est que bon, on a une approche déjà des achats purs et aussi une approche du management. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu souhaites faire des achats purs et bon, c'est ce que te permet le PMTI. Enfin, on te donne pas mal d'outils pour le faire. Mais ensuite, au fur et à mesure que ta carrière évolue, peut-être que tu auras d'autres envies de te diriger vers, je sais pas, d'autres projets, d'autres types de carrière. Et le PMTI te donne aussi cette possibilité d'être assez polyvalent. Donc voilà, c'est un peu comme tu le décides. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions et il est temps de terminer. On tenait Je crois qu'il y avait une dernière question sur Bac plus 4, non? Est-ce que la grille Sur votre totalement exhaustif. Question d'Anouk sur ce qu'on peut accéder avec un Bac plus 4. Après là, je parle sous contrôle de Fabien, mais moi je sais que j'avais intégré PMTI après M1 parce que je validais mon M2 en même temps.
mais je crois que c'est possible avec si on a Bac+4 avec un certain nombre d'années d'expérience de professionnel. Oui, alors bonsoir, je me faisais tout petit et je voulais pas intervenir parce que je trouve que c'est plus lucratif, plus intéressant d'avoir une discussion entre étudiants actuels et anciens. Effectivement, techniquement, il y a une possibilité de rentrer à Bac+4. Théoriquement, c'est Bac+5, mais il y a des dérogations pour des Bac+4. Et alors soit parce qu'il y a des expériences conséquentes, soit sur des niveaux d'école, donc tout est possible. Mais par contre, ça nécessite une dérogation. Yes, du coup, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Oui. Du coup, Candice, je te laisse la parole. Ça marche. On tenait vraiment en tout cas à remercier du coup tous les alumni pour leur présence, ainsi que donc Fabien Dumont, le directeur du master spécialisé, et Pamela Dubois de l'administration centrale Supélec, qui nous ont permis d'organiser cet événement. Dès demain, vous pourrez revisionner ce premier épisode des Talk Achat en replay sur la chaîne YouTube de Centrale Supélec. Yes, et n'hésitez pas à consulter le site unext-centralsupélec.fr pour connaître les prochains événements, parce qu'il y aura d'autres talks achats super intéressants et des formations, sur notre formation qui est très très intéressante. Et je vous dis merci et à bientôt pour le prochain épisode. Et moi, j'en profite aussi pour remercier Candice et Reda qui ont organisé tout ça. Et je pense que c'est très intéressant pour tout le monde. Et merci aussi à nos alumni. À très bientôt, tout le monde. Au revoir. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Comment on part? J'ai le même problème. Elina, tu as un problème? Comment on s'en va? Mon Dieu, je suis dans un autre monde là. Sur ta photo, tu cliques sur la petite croix, à mon avis, et tu t'en vas. Allez, Okay. à bientôt. Oh là là. Au revoir. Au revoir.